La photo de rue, la street photo, pour moi, je reprends la phrase d'Harry Callahan, c'est travailler sur l'anonyme, c'est-à-dire l'homme anonyme. C'est-à-dire que quand qu'on photographie quelqu'un qui marche, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son métier, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Enfin voilà, on ne va pas tellement s'intéresser à lui, franchement. Mais il représente un peu tout le monde et personne. Entre guillemets, c'est l'être de la ville, voilà. L'être anonyme. L'anonyme brillant. Street Unplugged by the Street Photo Collective Luxembourg. Chers amis du collectif Luxembourg Street Photographie, c'est un plaisir d'être avec vous pour une nouvelle fois dans le contexte spécial du festival, de la 6e édition de notre festival qui se tient, qui se tient, puisque le podcast est enregistré dans ce cadre-là, donc qui se tient aux Rotondes du 5 au 9 mai. Et donc, dans le cadre de ce festival, nous avons le plaisir d'enregistrer quelques podcasts avec nos amis invités. Donc Matt Stewart, Julie Chrudova et Jean-Christophe Béchet, voilà. Et en l'occurrence, le voici en face, juste en face de moi. Bonjour. Donc voilà, Jean-Christophe, bonjour. Il y a Patrick qui est là aussi avec moi du collectif. Bonjour. Patrick Hoffman et moi-même, Paolo Lobo. Donc un plaisir d'avoir cet échange dans ce cadre hyper agréable. En plus par une météo qu'on peut qualifier de magnifique. Ouais. On peut oser le mot. Ce matin, c'était presque le Mistral avec le vent. Je me croyais à Marseille. Voilà, Jean-Christophe, merci d'avoir accepté l'invitation pour cette participation. C'est en fait la 2e fois que tu viens aux Rotondes, au festival, n'est-ce pas ? N'est-ce pas ? Oui, j'avais été invité, en tout cas, je crois, il y a 5 ans. Et j'avais très envie de revenir, donc je suis heureux de retrouver cet espace magnifique d'exposition, puis cette ambiance assez décontractée autour de quelque chose qui nous réunit tous, qui est la photo de rue ou la street photo. Exact. Tu es venu pour une raison évidente, c'est qu'on t'aime bien, on aime bien ce que tu fais, donc on a eu envie de te réinviter, mais surtout, tu es venu nous présenter en exclusivité ton dernier ouvrage. Oui, en fait, ça fait longtemps que je portais cette idée de faire un peu un ouvrage récapitulatif de mon travail de street photographeur. Je ne fais pas que ça, mais pour moi, c'est quand même la base de mon activité, en tout cas de ce qui m'a formé comme photographe. Et j'avais envie d'associer mes photos, en tout cas celles qui me semblaient les plus pertinentes sur ce thème, avec une sorte de réflexion. Alors j'appelle ça un manifeste aussi, pour essayer de clarifier certains points sur cette pratique qui est un peu mal connue à mon sens, qui est un peu confondue avec d'autres genres et qui a repris un nouvel essor, entre guillemets, avec le numérique. Il y a beaucoup plus de gens qui font de la street photo, beaucoup plus de gens qui sont intéressés par ces images-là. La preuve, votre festival, il y en a d'autres. Et donc c'est un genre qui à un moment on aurait pu croire très daté dans une période de l'histoire de la photo avec des périodes associées à des pays, à des styles. Et il y a une espèce de renouvellement depuis une vingtaine d'années avec une nouvelle génération qui arrive, des gens qui découvrent la photo avec ça, avec ce genre-là, avec le smartphone. Et j'avais envie de donner mon point de vue sur la chose aussi pour ne pas laisser la parole aux seuls anglo-saxons sur le thème de street photo. D'accord. C'est-à-dire que, comme dans d'autres domaines, je pense qu'il y a plusieurs visions et que c'est intéressant de les confronter. Oui. Tu avais d'ailleurs, pendant la conférence, donné l'explication qui me semblait très claire entre la différence entre street photographie et photo de rue. Peut-être que tu peux brièvement nous la redonner. Oui, en fait, pour toi, bien sûr, pour moi, toi. En fait, c'est justement l'idée du livre, c'était aussi pas des textes que j'écrivais moi, mais des entretiens avec des personnalités compétentes. Donc Michel Poivert, sans doute le plus connu des historiens français sur la photographie, Jean-Luc Monterosso, qui a créé et dirigé la Maison européenne de la photo jusqu'à maintenant, depuis 2 ans, c'est plus lui. Et Sylvie Hugues, qui a dirigé le magazine Réponse Photo et qui connaît aussi très bien la photographie contemporaine. Parce que je voulais les confronter à mes idées pour voir si ce que je pensais était juste sur le point de vue historique, du point de vue philosophique, je vais dire d'une certaine façon, sémiologique, et puis qui m'apportent leur éclairage. Donc c'est vrai qu'un des points, c'est cette idée que la photo de rue est plutôt associée à la photographie française des années 50, on va dire, avec une vision assez humaniste, où les gens sont l'essentiel, sont la motivation numéro 1 de faire de la photo, c'est-à-dire d'essayer de les montrer sous un angle plutôt sympathique, souvent les petites gens, d'être en empathie avec eux,
Donc c'est les photos qu'on va trouver chez Robert Doisneau, chez Willy Ronis, chez Sabine Weiss, chez Édouard Bouba, enfin voilà, avec des différences de style pour chacun, mais cette espèce de vision où c'est l'humain et dans sa version entre guillemets généreuse, humaniste, qui est dominante. La street photo va plutôt, comme son nom l'indique, venir du monde anglo-saxon. Alors il y a une école anglaise, mais il y a surtout cette école américaine qui moi m'a formé, parce que donc moi j'ai appris la photo dans une école de photo à Arles, voilà, dans cette école relativement connue en France, où j'ai été entre guillemets nourri de photographie américaine. Donc moi j'ai été beaucoup plus influencé par Gary Winogrand, Robert Frank, Harry Callahan, énormément Harry Callahan, Ray Metzger, et on peut en citer beaucoup d'autres, on ne va pas faire la liste complète, mais Yerowitz, évidemment en couleur, Stephen Shore, Eggleston, si on veut le ramener à ça, Helen Newitt, voilà. Donc, mais qui eux vont pas avoir une vision purement humaniste, en ce sens qu'ils vont plus s'intéresser aussi au décor, qui vont avoir une vision plus analytique, plus froide, peut-être plus ironique. Et celui qui pour moi est celui qui m'intéresse le plus, qui est Lee Friedlander, où il y a vraiment une construction graphique de la ville, où l'être humain est présent, mais il n'est qu'un élément parmi les autres. Et donc ça va être la grosse différence avec la photographie française humaniste. Et donc c'est un peu là-dessus, et c'est aussi pour ça que mon livre s'appelle Street Photo, parce que moi je me sens un Français qui fait des photos dans la filiation plutôt de la photographie américaine. Je ne me sens pas du tout dans la filiation de l'école française. D'accord. Est-ce que tu penses que l'école française, donc, je dirais, elle n'est plus, quoi, c'est fini, ou il y a encore aujourd'hui une possibilité d'aborder la rue dans cette vision humaniste? Est-ce qu'il y a encore des représentants notoires, contemporains de ce courant-là? Alors, pas du tout. Il y en a. Moi, je pense que cette vision-là était aussi liée à un contexte politique, économique de l'après-guerre, avec une vision de gens qui étaient engagés souvent dans des idées politiques de gauche, pas tous, mais la plupart, et qui avaient cette vision un peu que demain, les jours seront meilleurs. Il y avait une espèce d'optimisme. On est dans l'époque qu'on appelle en France les 30 glorieuses. Alors même si on est très critique dans ces photos-là, mais il y avait un peu que les petites gens allaient peut-être... la vérité était quelque chose du côté du monde ouvrier, du côté de cet univers-là. À mon sens, le contexte actuel n'est plus du tout le même. En tout cas, moi, je le perçois très différemment. Et je crois que les différents résultats aux élections dans de multiples pays le montrent. Donc moi, je pense que la photo de rue, sa vraie nécessité, pour moi, c'est de raconter l'époque, pour le présent et pour le futur. Et donc, je pense que quand je vois des fois des gens qui me disent qu'ils veulent refaire des photos comme Willy Ronis, parce que j'ai très bien connu Willy Ronis, j'ai eu la chance, je peux dire, d'être un ami de Willy Ronis. Ça me paraît complètement fictif, parce que le monde est plus tel que ça, donc c'est une reconstruction un peu fausse, à mon vintage, avis. Comme la nostalgie de l'époque. Voilà, parce que moi, j'ai clairement pas envie d'être nostalgique dans ma photo de rue, j'ai vraiment envie d'être contemporain, je sais pas comment dire. Voilà, donc je pense que certains ont un regard plus humaniste que d'autres, que certains ont des regards plus graphiques, que certains ont des regards plus empathiques, etc. Mais c'est vrai que cette école humaniste n'a pas vraiment, à mon sens, un nouvel... je sais pas comment dire, n'a pas vraiment fait école maintenant. Voilà, on est au Rotonde, à Bonnevoie, on a un couloir aérien juste en dessus. Donc ça fait l'authenticité de notre cadre, de notre interview. J'aime beaucoup ça. Depuis 2 jours, dès qu'il y a un avion qui passe, je fais une photo. Je trouve ça vraiment très bien. Et oui, non, je dis voilà. Donc moi, c'est vrai que je pense qu'on est quand même un peu des éponges, les photographes. C'est-à-dire qu'on vit aussi en fonction de notre vie, de nos sentiments, et c'est ça qui est intéressant. Et de se dire, je vais refaire ce qui a été fait d'une façon différente. Moi, je ne pense pas non plus être exactement dans l'école américaine non plus. Voilà, je ne suis pas bon juge de mon travail, mais il y a l'idée d'être, en tout cas, d'être un chroniqueur, voilà, au sens où on employait en français dans la littérature, un moraliste, c'est-à-dire qui voit les mœurs d'une... Et les premiers retours sur le livre, c'est que les gens me disent « Oui, on sent quand même une certaine solitude, on sent une certaine mélancolie ». Je dis « Oui, mais c'est vrai que je ressens un peu ça dans beaucoup de villes et que plus les gens sont connectés, plus je les sens seuls, en tout cas dans le comportement de la ville. » Ton livre, il est entièrement couleur. Et hier, tu as dit quelques petites choses très intéressantes autour de la couleur et l'utilisation du noir et blanc. Est-ce que tu peux nous détailler un peu plus Oui, alors c'est vrai que moi je pratique les deux.
à égalité, on va dire, d'une certaine façon. Je me sens ni noir et blanc, ni couleur. Je me sens vraiment des deux côtés. Mais parce que, bon, et puis je crois que... Alors mon premier livre, il y avait les deux, il s'appelait Électricité. C'était déjà une balade dans les villes la nuit. À l'époque, c'était relativement rare, c'était 2002, de mélanger les deux, puisqu'on était en argentique, il fallait emporter 2 appareils. Moi, j'ai toujours fait ça. Et là, pour ce livre, j'ai voulu mettre que de la couleur. Pourquoi ? Parce que j'avais envie justement que ça soit vraiment ancré dans la contemporanéité, c'est-à-dire que même si les photos peuvent avoir 10 ans, 15 ans. Voilà. Et pour moi, la couleur enregistre plus les habits, enregistre plus des petits détails qui vont renseigner sur l'époque, qui sont plus datés. Voilà. Et en plus, moi, quand je fais du noir et blanc, j'ai plutôt tendance à aller vers, pas une forme d'abstraction, mais une forme peut-être d'élimination de certains éléments, de pureté des lignes ou de... Voilà, donc le livre que j'ai fait sur la Havane, c'était plus une chanson. Je pars plus vers une forme de poésie, j'ai l'impression, quand je suis en noir et blanc. Et là, j'avais envie de... Voilà, j'ai essayé de faire une maquette en mélangeant les deux et je trouvais que ça perdait de son intérêt, en tout cas, en mélangeant les deux dans ce livre. Donc, comme j'ai pour principe de ne pas... de changer d'avis. Cette fois, j'ai trouvé que la couleur était beaucoup plus juste pour ce que je voulais raconter sur la photo de rue. Le décor ressort beaucoup. Voilà, tu es très attentif au décor. Ouais, moi, c'est vraiment la dialectique décor dans le décor. Enfin, c'est un mauvais jeu de mots en français, mais pour moi, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, pour moi, la photo de rue, c'est vraiment voir comment les gens vivent dans un décor. C'est-à-dire que si c'est complètement décontextualisé, ça ne m'intéresse pas tellement. Si c'est juste un gros plan de quelqu'un habillé en rouge devant un mur bleu avec un ballon jaune, je trouve ça très beau, voilà. Mais c'est vrai que ça ne m'intéresse pas très longtemps, quoi. En revanche, si ce mur jaune, que derrière, je vois qu'on est dans un township de Cape Town, ou qu'on est à Tokyo, ou qu'on est à Singapour, ou dans une petite ville française, ou luxembourgeoise, ou suisse, ça m'intéresse beaucoup plus, quoi. Parce que là, du coup, j'ai plus d'informations. C'est peut-être aussi un peu en vieillissant par expérience, voilà, que je cadre un peu plus large qu'avant, quoi. C'est-à-dire, c'est un peu Raymond Depardon qui me l'a appris d'une certaine façon. Parce que j'ai pas mal échangé avec lui. Et c'est vrai que j'avais tendance au début à faire des cadrages un peu plus serrés, un peu plus dynamiques. Hein. Et plus ça va, plus je cadre un peu large. J'essaye de faire un cadrage large. Voilà, je travaille plus quasiment qu'au 28 mm. Et un cadrage un peu plus large qui laisse passer plus d'informations, alors qui des fois est un peu plus dur à gérer parce qu'effectivement il y a plus de lignes, il y a plus de possibilités de choses qui gênent dans le cadre, mais qui va, à mon sens, faire une photo plus riche sur le plan en tout cas des éléments, des informations, des sensations. Voilà. Tu as opté dans le livre pour un mélange, donc c'est une rétrospective sur 30 ans de photographie, mais tu mélanges un peu les lieux, les atmosphères, les ambiances. On a quand même, je pense, à chaque fois l'information du lieu. Mais pas sous chaque photo. Mais ce n'est pas quelque chose qui est mis en highlight comme ça. Donc, quel a été le fil conducteur justement pour rassembler une centaine de photos, n'est-ce pas, pour trouver un fil narratif sur cette période de 30 ans de photographie en couleur? Donc là, en revanche, je n'ai pas changé d'avis. Je suis resté sur mes habitudes, c'est-à-dire d'essayer de créer une mélodie, ce que j'appelle une mélodie. C'est-à-dire, il y a des refrains, il y a des rythmes. Donc il y a un passage qui va être plus être sur une colorimétrie, il y a un passage qui va plus être sur la profusion urbaine. Donc à un endroit, il y a des photos en gérant beaucoup de gens dans l'image, et puis des endroits où c'est plus le vide. Voilà. Donc j'ai essayé de créer comme ça, un peu comme dans un morceau de musique, une sonate en plusieurs temps. Voilà. Donc c'est découpé par les 3 textes. Donc une sonate un peu andante, et puis presto, et puis scherzo, j'en sais rien. C'était un peu ça l'idée. Et surtout que je mélangeais 2 formats aussi, le 24-36 et le 6-6, puisque on va dire au début, c'était pas aussi très fréquent de faire du photo de rue en moyen format, argentique, en diapo, au 6-6. Et j'ai beaucoup aimé cette façon de travailler qui aussi intégrait beaucoup plus le décor, du coup, puisqu'en carré, on a pas mal de hauteur aussi. Voilà, et donc j'ai voulu mélanger les deux dans une espèce comme ça de balade dans le monde moderne que j'ai croisé. Mais je voulais pas mettre le nom des villes au-dessous de chaque photo, parce que je veux pas qu'on soit dans la reconnaissance tout à coup. Et puis il y a des noms de grandes villes, et il y avait quelque chose d'assez amusant pour moi de mettre sur le même plan Tokyo et Corbeil-Essonnes.
et de passer de Cape Town ensuite à une ville beaucoup moins connue, et au Poitiers en France, et puis on repartait après à New York. Enfin, voilà, et c'est un peu la magie de la photo aussi, de donner la même importance à des événements complètement, qui ne se déroulent pas au même moment, ni dans les mêmes contextes. Et la photo de rue, c'est quand même, pour revenir à la street photo, puisque dans ce cadre-là, pour moi, c'est un peu la même chose. Son ADN, pour moi, c'est de s'intéresser aux moments sans intérêt. Donc voilà, donc c'est comment le photographe... moments faibles. Voilà, ce que j'appelle des moments faibles. C'est là, donc, pour moi, c'était un peu essentiel par rapport au reportage, parce que c'est vrai qu'avant, on hésite un peu. Par exemple, Cartier-Bresson, il est à la fois reporter et photo de rue, et photographe de rue. Mais les photos de reportage, pour moi, c'est des photos de moments forts, c'est-à-dire des attentats, c'est-à-dire des catastrophes. Des manifestations, des moments... Et au final, je pense que si on raconte la vie d'une époque qu'à travers des attentats, des catastrophes, des tsunamis, finalement, est-ce qu'on raconte vraiment la vraie vie des gens ? Voilà. Parce que on raconte des drames qui finalement, malheureusement, ou des guerres qui finalement, rien ne ressemble plus à une mère qui perd son enfant en Ukraine qu'en Afrique, qu'ailleurs, quoi. Donc, je ne dis pas du tout qu'il ne faut pas le faire, au contraire, c'est essentiel, quoi. Mais je pense qu'en parallèle, la street photo a cette capacité d'enregistrer l'air du temps, l'esprit d'une époque. Quelqu'un qui va au supermarché, quelqu'un qui, avec ses courses, quelqu'un qui, les publicités, les voitures, les habits, toutes ces petites notations, vibrations, qui aussi vont avoir la capacité, grosse vibration avec l'avion, qui vont avoir aussi la capacité, on va dire, de bien vieillir. Voilà, c'est-à-dire qu'on voit à chaque fois qu'on fait une expo de photographie ancienne, je suis sûr qu'au Luxembourg, quelqu'un exposerait des photos de street faites en 1950, ça aurait un énorme succès. Ça attire la foule. Et depuis quelques années, on a régulièrement ce genre de photos. Voilà. Beaucoup plus que si on raconte, on va dire, des événements, ou si on fait parce qu'il y a cette idée de... C'est quand même la base de la photographie, d'une certaine façon, d'enregistrer. Bon, la photo de famille, d'une certaine façon, c'est ça aussi, quoi. C'est quand même Alors, souvent, on parle de photos souvenirs. Je trouve ça un peu faux, parce que l'idée, c'est plutôt d'enregistrer quelque chose, non pas comme souvenir, mais presque pour l'éternité. Oui, mais du moins, c'est pas tellement pour que soi-même on se souvienne, c'est pour que les autres, entre guillemets, voient, et des traces. C'est plutôt des empreintes, des traces, des moments forts ou des moments faibles, mais voilà, qu'ils aient des informations. On ne vient pas de rien, c'est assez fascinant depuis que la photo existe. Moi, je rêverais d'avoir des photos de Mozart, de l'époque, comment était Vienne sous Mozart, comment était au Moyen-Âge. Des photos, il y aurait un street photographeur du XIVe siècle, je serais passionné. C'est d'ailleurs assez fascinant, pas tendance, mais le fait que depuis quelques années, on a redécouvert des photographes oubliés qui, de leur vivant, n'étaient absolument pas connus, comme Viviane Maier, elle n'est pas la seule. Et tout à coup, on découvre un fond incroyable d'images qui nous parlent de leur époque. Oui, parce qu'aussi la photographie, d'un autre côté, part de plus en plus vers la galerie, vers le marché de l'art, l'esthétisation. Et encore une fois, je ne critique pas. Moi aussi, j'y participe, je suis dans une galerie et tout ça. Mais c'est vrai que c'est celle qui vieillit le mieux, à mon sens, ou qui on va dire, un peu l'ADN de la photographie. Pour moi, c'est ce qu'on appelle du coup la street photo. La street photo, oui. Aussi parce que c'est quand même un genre qui n'existe qu'en photo. C'est aussi donc quelque chose que je voulais un petit peu approfondir dans ce livre. Si on réfléchit, on prend un peu de recul, finalement, le portrait, le paysage, c'est des genres nés avec la peinture, que la photographie a utilisé évidemment, mais on a souvent une référence picturale pour un paysage ou même un portrait du Tintoret, surtout le Titien. C'est quelque chose qui inspire énormément les photographes, j'espère. Voilà. Donc la nature morte aussi, le nu aussi, tout ça, ça renvoie à la peinture. Le reportage, lui, va renvoyer à une forme de cinéma, mais de télévision, de radio. On parle d'un reportage radio. Il y a du reportage avec beaucoup d'autres moyens que la photo, entre guillemets.
La photo de rue. Au journalisme. Le journalisme, enfin voilà, donc dans le photojournalisme, il y a le mot journalisme, mais c'est pas un genre spécifique à la photo, voire même, entre guillemets, la photo de reportage, depuis le temps qu'on dit qu'elle est en crise, ça ne doit pas être entièrement faux. Voilà, donc c'est vrai qu'elle est moins puissante qu'elle n'a été à l'époque de son âge d'or à Vietnam et après, quoi, jusqu'aux années peut-être 2000 ou 90. La photo de rue, elle, entre guillemets, il n'existe pas de peinture de rue, quoi, de genre de peinture de rue. Il n'existe pas de cinéma. Il peut exister quelques-uns qui en ont fait, mais on va dire. Mais là, ils ont découlé de la photo de rue, parce que quand on voit des grands photographes de rue qui ont fait des films documentaires. Et même ceux-là, finalement, les films ne sont pas tout à fait de la même façon. Alors, il y a des plasticiens qui font des installations avec des caméras fixes. Enfin, ça ne veut pas dire que personne ne l'a fait, mais c'est vrai qu'il n'y a pas une catégorie. Il y a le cinéma du réel, mais c'est autre chose. Et le documentaire, c'est autre chose. Donc, il y a quelque chose qui est spécifique à la photo, cette capacité de rendre intéressant le rien, quoi, le petit moment faible, le petit moment banal. Et le photographe doit, entre guillemets, lui donner toute sa puissance. Donc, c'est aussi un exercice, entre guillemets, de prise de pouvoir du photographe. Parce que c'est vrai que quand l'événement est très fort, on le sait tous, entre nous... la photographie vient assez facilement. Oui, je veux dire, le sujet est fort. Ah oui, il y a quelqu'un ici, tout à coup, il y a un accident, la tragédie est très photogénique, ou même un événement. Voilà. Alors que là, je regarde, il y a des barrières, il y a des voitures, il y a des panneaux, il y a des gens comme toi et moi. Comment en faire une photo intéressante ? On n'est pas en train de toucher justement à ce qui fait... La force et l'attractivité de la photo de rue, le fait que de la street photo, le fait que aujourd'hui des milliers, des millions de gens s'y intéressent, parce qu'en fait elle est accessible à tout le monde. Il faut en fait très peu de moyens et il faut un regard. Exactement, tu as raison aussi de souligner ça. J'en parle un tout petit peu, mais c'est vrai que tu as raison de... C'est un genre éminemment démocratique. C'est-à-dire que la photo de voyage, il faut quand même voyager. C'est aussi bête que ça. Un portrait, il faut avoir des modèles et puis gérer avec une lumière. Le nu aussi, le paysage, il faut aller dans des endroits, attendre. La photo de rue, vous sortez de chez vous, il y a un coup de soleil ou pas, ou il pleut, ça marche. Si on sait faire, voilà. Après, c'est aussi le piège de la photographie actuelle, mais comme de plein de choses, c'est-à-dire plus c'est facile, plus il y a des gens qui en font, plus ceux qui en font vraiment doivent montrer leurs différences, mais plus ça devient un travail aussi. Je veux dire, c'est vrai qu'avant. Il y a 40 ans, avec la technologie argentique, avec des films diapos très peu sensibles. Moi, j'en ai parlé avec Sabine Weiss. Elle avait des films 12 ISO, puis 25 ISO. Donc là, il y avait certaines... Oui, c'était pas ouvert à tout le monde, quoi. Je veux dire, en diapo, on remettrait un film diapo à tout le monde maintenant qui fait de la photo de rue. On n'aurait pas beaucoup de photos qui... bien exposé, net et tout ça, quoi, parce que c'était une école d'exigence. Alors moi, je dis pas que c'était mieux, je dis que j'ai la chance d'avoir appris avec ça, donc c'est toujours, entre guillemets, une aide d'avoir appris dans un contexte un peu plus rude pour ensuite aller vers la facilité. L'inverse est beaucoup plus difficile. Mais du coup, c'est vrai qu'il y a beaucoup de photos de rue, donc moi aussi, c'était une question que je me posais, c'est en quoi ça a encore du sens qu'un photographe professionnel, auteur, investisse ce thème qui est peut-être... qui doit peut-être maintenant être réservé à des amateurs qui font leurs photos de rue et que, comme là, vous en mettez sur les murs et c'est vachement bien, ça plaît beaucoup et voilà. Et ma réponse est que non, il ne faut pas le laisser. On a encore le droit, même presque la nécessité d'en faire, parce qu'il y a cette idée quand même de le faire, pas par photo individuelle, mais par corpus d'images, avec une vision du monde qui est, moi je sais pas, l'Amérique vue par Winogrand me dit quelque chose de l'Amérique et de Winogrand, de Robert Frank, la France vue par un tel. Et alors voilà, moi je ne sais pas si j'ai une vision personnelle, je le saurai peut-être un jour ou plus tard, je ne sais pas moi. Mais l'idée, c'est un peu ça, c'est d'essayer de créer comme un écrivain qui raconte une histoire d'amour. Maintenant, finalement, ça a déjà été un peu fait. Et il continue parce que, il y a la singularité de chacun, la situation, et d'essayer d'apporter sa propre vision. Et je crois que ton livre le transpire, parce qu'il y a ton regard qui est dans les photos. Et justement, tu parlais aussi un peu de la solitude et ta vue très... quand même assez subjective de tes voyages et
ta photographie. Oui, moi je suis un témoin engagé, quoi. Je veux dire, alors je veux surtout pas que ça soit de la, je sais pas comment dire, de la propagande ou des idées. Souvent je dis aux gens, non, ne photographiez pas des idées, ne photographiez pas la solitude, ne photographiez pas, je sais pas quoi, il y a des riches et des pauvres. Oui, d'accord, il y a des grands et des petits, il y a des hommes et des femmes. Non, il faut pas photographier des idées, il faut faire des photos, mais ensuite, là où on est réellement photographe, à mon sens, c'est presque plus à l'editing, c'est presque au moment du choix qu'à la prise de vue. C'est-à-dire qu'à la prise de vue, il y a une dextérité, il y a une habitude, il y a une lecture de la lumière, il y a une patience, il y a tout ce qu'on veut qui va faire le photographe. Mais après, il se retrouve avec quelques milliers de photos. Enfin voilà, moi là, j'ai fait des photos ce matin. Hier, je pense que j'ai fait 500, 600 photos au Luxembourg. C'est totalement déraisonnable. Enfin, je veux dire, je n'en suis pas fier. Néanmoins, ça m'a fait plaisir de les faire. Donc pourquoi je les aurais pas faites ? Parce que c'est vrai que maintenant, avec le numérique... comme tu nous as expliqué pendant ta conférence, j'imagine que ce sont des photos que tu ne vas pas consommer immédiatement, mais tu vas peut-être les ranger quelque part pour les ressortir dans... Voilà, c'est un peu ça fait partie du processus, de ton processus. À part une ou deux que je t'enverrai parce qu'elles te concernent. Les autres, je pense que personne ne les verra au moins pendant 2-3 ans. Oui, il n'y a pas d'idée de le montrer tout de suite. J'ai aucune... Non, mais parce qu'il faut le laisser dormir, il faut le laisser reposer. Mais ce que je veux dire, c'est que je vais faire un editing rapide, un premier editing rapide, parce que pour pas que les photos s'accumulent. Et après, je vais laisser dormir ça. Et peut-être un jour, si je reviens et que j'ai envie de faire un travail sur Luxembourg ou tout simplement sur, je sais pas, l'Europe... j'avais commencé avec mon livre European Puzzle, une nouvelle version, et que j'ai envie d'intégrer le Luxembourg, je vais replonger dedans. Enfin voilà, je ne sais pas ce que j'en ferai, mais je pense qu'il y a des photos que je suis plutôt content d'avoir faites. Pour autre chose. Mais c'est vrai que cette question de l'editing est essentielle parce que c'est aussi là où on va donner un peu sa personnalité aux photos. Moi, j'ai éliminé beaucoup de photos que si je les montre à plein de gens, ils ne comprennent pas pourquoi j'élimine ça plutôt qu'une autre photo. C'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas trop demander l'avis aux autres pour l'editing, un petit peu sur des points précis, mais parce que l'editing, c'est le moment où vous décidez. Voilà. Et il faut avoir des critères de choix. Donc, c'est ça qui est compliqué. Est-ce qu'on apprend ça ? Comment est-ce qu'on apprend à faire un bon editing ? Alors moi, je travaille beaucoup là-dessus dans mes stages. Donc c'est vrai que des fois, mes stagiaires trouvent qu'il y a un côté magique de l'éditeur qui choisit. Moi, je dis comme dans tous les métiers, il y a des prédispositions ou pas, et puis il y a du travail, quoi. Enfin, je veux dire, quand un cuisinier qui a fait 300 fois le même plat, à un moment, il va plus vite et il sait mieux le faire que celui qui veut juste la recette et qui veut... Voilà. Alors moi, j'ai eu la chance de travailler dans un magazine photo aussi pendant presque 20 ans et de choisir les photos des autres. Et c'est beaucoup plus facile de choisir les photos des autres que les siennes, parce qu'on n'est pas chargé de cette émotion, on ne connaît pas les conditions de prise de vue, enfin, on a un regard plus froid et plus objectif, surtout dans un rapport professionnel. Donc moi, j'avais 30 ou 50 photos à 14 heures et j'en gardais 6 ou 7 à 14h12. Voilà, pour la publication, parce qu'on est dans la presse, tu sais ce que c'est, et qu'on ne va pas passer 17 coups de fil, réfléchir pendant 3 mois pour une publication dans un mensuel. Donc pendant longtemps, j'ai appris à sélectionner les photos des autres. En fait, c'est un peu la base du métier quand on travaille dans un magazine photo, et ça m'a beaucoup aidé de m'entraîner sur les photos des autres pour mes propres photos. Après, on apprend, entre guillemets, pas, mais ce qu'il faut, c'est avoir un point de vue. Donc là-dedans, j'avais un point de vue. Je voulais montrer certaines facettes Il y a des photos que j'ai gardées parce que j'avais envie qu'il y ait une trace, par exemple, de la cigarette électronique, qu'il y ait une trace des trottinettes actuelles, qu'il y ait une trace des hommes qui ont les ongles peints, qui sont assez nouveaux, je pense, dans la ville. Voilà, je voulais que ça soit, qu'il y ait aussi ces traces-là. Il fallait que la photo soit bien, mais entre deux, j'ai essayé, puis de ne pas répéter 2 fois la même chose, de créer des liens, des chapitres, ce que je disais tout à l'heure. Voilà, donc tous ces critères vont se croiser. C'est pas une succession des 100 meilleures photos comme ça, comme un dictionnaire. C'est une circulation avec un point de vue. Et par exemple, moi, je suis assez, pas inquiet, je sais pas comment dire, mais assez peu sensible à la... Enfin, je pense que le développement des technologies numériques de tout genre a une influence sur la vie réelle dans la ville. Beaucoup plus qu'à la campagne, on va dire. Voilà. En fait, la photographie urbaine, il y a aussi cette idée que l'homme urbain, il y a l'être humain et l'être urbain maintenant, faut rire. C'est-à-dire, je pense que je vis plus, en vivant dans une grande ville, je suis plus proche d'un Tokyoïte que d'un paysan de l'Ariège, ou de l'arrière-pays niçois, ou du Luxembourg, Et ça se voit, au départ je disais ça déjà dans mon premier livre d'une certaine façon,
Et je pense que je n'avais pas entièrement tort, parce que je trouve que ça se voit énormément aux élections. Pas qu'en France, aux États-Unis. L'élection de Trump aux États-Unis, pour moi, c'est comme ça, j'ai fait un livre là-dessus, que je l'analyse, c'est la victoire de la campagne sur les villes. Et en France, dans mon quartier à Paris, on ne vote pas du tout de la même façon. Enfin, moi, j'ai un chalet de famille en montagne et j'habite à Paris. Les votes sont incroyablement opposés. Enfin, c'est surréaliste. Et c'est tous des gens que je connais. Voilà. Mais ça n'a plus rien en commun sur la pensée, entre guillemets, politique au sens large. Juste, à mon avis, parce que certains sont en ville. Enfin, petit à petit, on s'est éloigné dans le même pays. On s'est éloigné selon qu'on habite dans une ville ou dans des une êtres campagne. différents alors qu'on est... Oui, parce qu'on ne vit plus dans le même rythme. On ne vit plus dans les mêmes mondes. Et la photographie de rue, la street photo qui est liée à l'urbanité. Pour moi, elle est quand même liée à l'urbanité. D'accord. Alors après, c'est chacun sa définition. Pour moi, quelqu'un qui à la plage, c'est pas de la photo de rue. Moi, après, je veux pas. Si je veux pas créer, chacun fait ses limites comme il veut. Que quelqu'un pose, ça me gêne pas. Mais après, pour c'est moi, des étiquettes, parce que le fait que Martin Parr ait fait énormément de photos de plage, oui, que quelqu'un dise c'est de la street, mais bon. Ah non, pour moi, c'est clairement pas de la street. D'accord. Pour moi, non. Mais après, si tu veux, mais après, c'est comme en musique, quoi. Dire, il y a des magazines de musique classique. Bon, bah, est-ce qu'on met Keith Jarrett dans la musique classique ou dans le jazz? On peut mettre dans la musique classique. Bon, après, ils décident. Voilà. Et moi, j'achète un magazine de musique classique. Je préférais qu'ils mettent Keith Jarrett dedans, mais ils le mettent pas. Et je leur en veux pas. Enfin, je comprends leur point de vue. Du moment que le point de vue, entre guillemets, est assumé, est défendu et repose sur une compétence. Voilà, après, on n'a pas à être tous d'accord, mais c'est vrai que si tu mets quelqu'un qui marche dans la forêt, je ne vois pas pourquoi on appellerait... après, moi, c'est un paysage habité, si on veut, ou c'est ce qu'on veut, mais après, sinon, tout est dans tout et on ne sait plus de quoi on parle. Donc, festival de... D'accord. Quand je vais non, je dis ça parce que c'est pas que je veux créer des frontières, mais quand je vais voir un festival de hard rock, je vais assez peu écouter de hard rock, mais si ça va être hard rock, je serais assez déçu si tout à coup un mec vient jouer du clavecin, de Jean-Sébastien Bach au clavecin. Enfin, je pense pas que ça soit. On peut aimer les deux, mais pas au même moment. Et si c'est un concert de musique classique, si les mecs débarquent avec des batteries et rejouent du AC/DC, voilà. Ça ne veut pas dire qu'il y a des frontières, ça veut simplement dire... Et nous, c'est pareil, je pense qu'il y a des domaines comme ça, que si on crée un festival de photos de rue, c'est qu'on doit penser que ce genre a une... spécificité. Oui, ou du moins une identité qui après est fluctuante, et après à chacun de donner sa définition. Et encore une fois, ce n'est pas moi qui ai raison, je dis juste mon sentiment. C'est très intéressant ce que tu dis, parce que même nous, en interne, dans notre collectif, on a beaucoup de discussions. Où sont les limites de la street photo? Est-ce que... parce qu'on a déjà les années précédentes, on a eu des intervenants qui disaient clairement je ne suis pas un photographe de rue, ils se voyaient plutôt comme photographe documentaire pour documenter une époque, etc. Et même, je crois, c'est très souvent, même quand on parle avec des gens intéressés, c'est très difficile à trouver les limites. Oui, après, il y a une petite différence. Moi, par exemple, si on me dit est-ce que tu es un photographe de rue? Je dis dans ce livre, oui, mais pas tout le temps. C'est-à-dire, on peut aussi imaginer un musicien qui, à un moment, fait, ou un écrivain qui écrit du théâtre et puis qui fait de la poésie, et puis qui fait un essai philosophique. Et on ne va pas lui dire, tu es un philosophe tout le temps. Non, il a le droit. Mais Camus, par exemple, a été un peu philosophe. Il a écrit du théâtre, il a écrit des romans. Donc, romancier, voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des livres où je suis plus street photographeur. Il y a des livres où je serai plus plasticien, le prochain sera très plasticien, enfin voilà, donc exemple, le photographe, je pense pas que lui, je comprends que son étiquette puisse trouver ça réducteur, parce que on a tous une vie assez longue, heureusement, et on a tous envie d'essayer de nouvelles choses et de ne pas être cantonné à ça. Après, c'est un peu différent si on définit quelque chose par rapport à un ensemble, juste pour savoir de quoi on parle. Encore une fois, c'est pas l'idée d'exclure des gens. Moi, si vous invitez quelqu'un qui fait des photos à la plage, ça ne va pas du tout me gêner. Mais je dirais... On en a d'ailleurs peut-être, il me semble, dans l'expo, des photos à la plage. Enfin, il faudra qu'on... Alors, si la plage... L'année passée, en tout cas. Si la plage est au bord de la ville et qu'on voit la ville derrière, on va trouver toujours des explications. Mais ce n'est pas une question, encore une fois, d'éliminer quoi que ce soit. C'est juste qu'à un moment, je trouve que... En tout cas, moi, je compare souvent à la musique. C'est vrai que ça existe en musique, ça existe en littérature, d'une certaine façon. Il y a la poésie, il y a des romans très poétiques. Si l'auteur dit que c'est un roman, c'est un roman. Après, c'est l'auteur qui va décider. C'est pas nous qui allons dire non, ce n'est pas un roman. La photographie documentaire, c'est un peu le mot actuel pour plein de choses. Et c'est un mot
très bien. Moi, je le revendique aussi dans certains travaux. Pourquoi pas, quoi. Je veux dire, c'est... Est-ce que c'est pas une des différences entre les deux domaines? Est-ce que la photo documentaire ne dépend pas d'une, comment on appelle ça en français, d'une assignation, d'une commande, mission, même une mission qu'on se donne à soi-même par rapport à un sujet? Voilà, malheureusement, de plus en plus, les photographes ont besoin de se donner à eux-mêmes des missions. Parce que, voilà. Oui, enfin, moi, je vais être très terre à terre pour ça. C'est comme le reportage, on va dire. La photo de rue, la street photo, pour moi, je reprends la phrase d'Harry Callahan, c'est travailler sur l'anonyme, c'est-à-dire l'homme anonyme. C'est-à-dire que quand on qu'on photographie quelqu'un qui marche, on ne connaît pas son nom, on ne connaît pas son métier, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Enfin voilà, on ne va pas tellement s'intéresser à lui, franchement. Mais il représente un peu tout le monde et personne, entre guillemets. C'est l'être de la ville, voilà. L'être anonyme. L'anonyme brillant, l'anonyme, voilà. Oui, après, il y a des stéréotypes. On va voir l'étudiant, le professeur, d'après les silhouettes, quoi. Moi, tu regardes mes photos, la fille qui est en couverture, est-ce qu'elle est étudiante ? Est-ce qu'elle travaille ? Est-ce qu'elle est peut-être, elle n'est même pas japonaise ? Je suis à Tokyo, mais Luxembourg, vous êtes bien placé pour le faire. Aujourd'hui, j'ai fait des photos ce matin. Franchement, on n'est pas absolument sûr que les gens que j'ai vus soient luxembourgeois. Donc, si tu veux, c'est pas ça qui est important, tu vois, d'une certaine façon. Donc, mais en tout cas, je les connais pas. La photographie documentaire, par définition, c'est un document. Un document. Si je fais une photographie documentaire sur le Luxembourg, je sais pas, sur la communauté portugaise, par exemple, au Luxembourg, c'est important que je photographie soit de cette communauté, voilà, et qu'ensuite je m'intéresse un peu à leur histoire. Je prends le nom, d'où ils viennent, à quel moment ils sont venus. Enfin, je vais faire un travail journalistique ou documentaire. Donc c'est ça la vraie différence pour moi. Si tu veux, c'est pas tellement la photo en elle-même. C'est-à-dire qu'il faut toujours se méfier de la photo unique, qu'on sort d'un truc, parce que n'importe quelle photo peut être un paysage, un portrait, enfin ce qu'on veut. Moi, je m'en fous. Un corpus d'images, s'il est documentaire ou reportage, l'idée c'est que la personne que tu photographies, tu la connais, enfin tu la travailles entre guillemets. Comme un journaliste, quoi. Un journaliste, il ne va pas écrire. Il y a des gens qui marchent dans la rue, ils doivent être portugais. Donc, je pense que c'est une communauté portugaise et il y en a quand même pas. Bon, c'est un mauvais journaliste, quoi. Voilà. Ouais. Et donc, c'est ça la vraie différence pour moi. Donc, c'est pas tellement la photo en elle-même, c'est la légende. La légende. D'une certaine façon, parce que la même légende peut dire des choses très différentes dans un contexte différent. C'est-à-dire, il ne s'agit pas que chaque photo de documentaire soit documentaire en elle-même. Il faut dire que l'ensemble donne un document et soit basé sur une recherche documentaire. Il y a aussi une partie des street photographeurs qui refusent la légende, en fait. Que ce soit uniquement la photo en elle-même qui parle pour elle-même, quoi. Oui, après, encore une fois, il y a des positionnements. Moi, je suis pour mettre juste le lieu, parce que je trouve qu'encore une fois, je fais des corps dans des décors et que le décor est important. Moi, il y a une photo, je trouve ça important de savoir qu'on est dans un township d'Afrique du Sud, parce que si on... Voilà, et là, par exemple, celle sur laquelle tu ouvres, c'est l'espace à Dublin. Pour moi, très clairement, c'est un hommage à Joyce. Voilà. En fait, moi, je suis aussi beaucoup nourri de littérature. Donc, quand je suis à Dublin, je pense à Joyce. Quand je suis à Lisbonne, à Pessoa. Et donc, il y a C'était une des questions que j'avais notées quelque part. Donc, il y a des photos qui sont nourries de ça. C'est-à-dire qu'à Lisbonne, je cherche un peu Pessoa. Bon, en plus, chercher Pessoa, il y a une espèce de fascination puisqu'il était... personne, mais il avait ses lieux habituels. Voilà, il y a qui sont un peu touristiques. Bon, l'année dernière, j'étais en résidence à Saint-Brieuc. Il y a un écrivain français qui est un peu oublié, mais qui était très connu, s'appelle Louis Guillou. Et ma série était inspirée du Sang noir de Louis Guillou. Voilà, donc il y a l'idée aussi de raconter la contemporanéité, mais de ne pas négliger des lieux qui sont portés par des imaginaires d'écrivains. Moi, Lisbonne, c'est lié à Pessoa, Prague à Kafka. Voilà, et quand j'ai photographié Prague, j'ai Kafka en tête, d'une certaine façon. C'était la question que je voulais te poser. Voilà, tu as tellement voyagé dans tellement d'endroits et à chaque fois avec des idées de photos en tête, mais quel était un peu le lien, enfin l'envie de départ? Et donc tu viens de me donner un peu une des clés, c'est-à-dire ton amour de la littérature, de la fiction. Oui, tout à fait. Ouais. D'ailleurs, pour mes photos, je parle de microfiction. Je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Voilà, c'est-à-dire que cette idée de faire démarrer la microfiction, moi je la propose, mais l'idée c'est que le spectateur se l'approprie. C'est-à-dire que voilà. Et alors là, je vais reprendre. Pas vouloir du tout pour étaler de la culture, tout ça, mais c'est parce que c'est des œuvres assez... Tout le monde connaît, quoi. Umberto Eco, l'œuvre ouverte. Et dans mon choix de photos, j'hésite, quand j'hésite entre des photos, je me dis laquelle est la plus ouverte. C'est-à-dire celle qu'on peut le plus s'engouffrer et raconter son histoire dedans. J'aime pas les photos... Enfin, j'aime moins, en tout cas pour moi, les photos trop cadenassées. Par exemple, je vais pas garder de photos de SDF très marquées en tant que SDF. Même dans mon livre European Puzzle, parce que cette photo-là montre juste un fait de société dramatique. De plus en plus de gens dorment dehors dans les villes et tout ça. Donc,
Voilà, ça, c'est pour moi plus le travail du documentaire, d'une certaine façon. Alors, il y en a quand même 2 dans le livre, comme ça, mais ils sont suggérés, c'est pas sûr qu'on les voit. Et l'idée, c'est plutôt de faire passer autre chose et pas juste de dire, voilà, la personne est dans la rue parce que... et voilà, Il y avait une phrase que j'ai lue dans une interview de Robert Doisneau. Alors, je sais, est-ce que c'était peut-être toi qui avais dirigé l'interview? Je ne sais rien. Mais ça m'est resté pour toujours. Il disait, suggérer, c'est créer, décrire, c'est détruire. Exactement. Ouais. Et voilà, non, mais Robert Doisneau a dit beaucoup de choses intelligentes. Et il n'a pas fait que des bonnes photos, il a aussi fait des bons textes. Donc voilà. Mais non, bien sûr, oui, avec la photographie, quand même, mais ça, bon, je pense que dans tous les genres, et tous les photographes un peu, je sais pas comment dire, pertinents, ils ont envie de sortir de l'illustration, c'est-à-dire de sortir de cette idée de... Alors souvent, on nous ramène à ça, c'est-à-dire que c'est aussi pour ça que des fois, il ne faut pas trop mettre des légendes trop précises, parce que les gens regardent la légende, ils disent... voilà. On a compris la photo, quoi. Ouais. Non, ou du moins, ils veulent que ça ressemble à ce que voient. Donc moi, je sais que quand je fais un livre sur une ville, ou que je montre des photos, bon, on va dire, mais imaginons que je fasse des photos au Luxembourg, si je fais une expo ici sur ma vision du Luxembourg, si des gens me disent « Non, mais je ne reconnais pas le Luxembourg », c'est le plus gros compliment qu'on puisse me faire. En gros, si c'est pour qu'ils le reconnaissent, qu'ils le fassent eux. Enfin, ils n'ont pas besoin de moi, quoi. Je veux dire, en fait, beaucoup de gens voudraient reconnaître dans les photos leur propre vision. Oui. Enfin, beaucoup de gens, certains, en tout cas, voilà. Donc, il y a cette idée que la photo serait une illustration qu'en fait, on photographiera un peu mieux ce qu'eux voient. C'est pas du tout ça, la photographie. C'est pas, surtout maintenant, où c'est pas mieux photographier ce que les autres voient. C'est qu'est-ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on propose aux autres. Et moi, je trouve ça génial quand quelqu'un me montre un univers que je connais, super banal, façon que j'ai jamais vue. Qui soit un peu transfiguré par le surtout regard. Surtout pas être dans la reconnaissance. Oui, moi, en plus, en quoi ça m'intéresse de reconnaître Paris, quoi. Enfin, je le vois tous les jours, quoi, que des photos me disent, regarde, c'est la Tour Eiffel, hein, tu vas voir, c'est bien. Tu habites Paris, n'est-ce pas? J'habite Paris. Est-ce que Paris a encore cette faculté de te surprendre sur le plan photographique? Oui, après, oui, parce qu'en fait, j'ai un projet livre sur Paris que je finirai peut-être jamais ou que je finirai un jour, j'en sais rien. Donc tu viendras nous présenter en exclusivité. Parce que comme j'y habite, en fait, j'ai pas envie de fermer la page. En fait, pour moi, quand je fais un livre, en gros, c'est l'idée que je règle pas un problème, mais que je passe à autre chose un petit peu. Quoi, voilà. Et Paris, du coup, comme je me dis, si je fais le livre sur Paris, je vais plus avoir envie de sortir photographier Paris, ou du moins, donc je continue. Après, je suis pas forcément dans la surprise. Voilà. Je suis dans l'envie de raconter cette ville où je suis depuis 30 ans et qui reste une ville riche en microfiction. En microfiction et même en polémique d'une certaine façon, tu vois. Bon, enfin, on parle régulièrement de la circulation à Paris, enfin, on parle régulièrement de plein de choses, des vélos et puis d'autres choses, en fait, de l'urbanisme, des nouveaux quartiers. Bon, voilà, sans révéler trop de ce que je fais, je travaille beaucoup sur un quartier de Paris depuis des années, et ça sera sans doute un des prochains livres, ça sera sur un seul des quartiers de Paris, qui me paraît extrêmement intéressant, encore une fois, dans cet esprit de raconter l'époque ou de raconter les années que j'ai vécues, quoi, en tant que photographe. En tout cas, c'est formidable de plus ou moins arriver sur la fin de notre podcast et d'avoir cette information de nouveau en exclusivité. J'ai une question encore, Jean-Christophe. Tu es énormément en voyage. À quoi ressemble la vie d'un photographe comme toi t'es au quotidien? Alors, je voyage un peu moins depuis le Covid, quand même. Donc, je me sens... Alors maintenant, je voyage beaucoup en France. Donc, je sais pas, là, ce soir, je rentre à Paris. Demain, je pars à Deauville parce que je suis en résidence pour le festival Planche Contact, où je fais un portrait subjectif. J'avais une enquête d'identité sur Deauville qui sera donc exposée à Deauville en octobre, à partir d'octobre à janvier 2022 jusqu'à janvier 2023. C'est un très intéressant festival parce que tout le monde produit en fait pour ce festival. Donc on est une quinzaine de photographes en production spécifiquement pour ce festival. Donc là voilà. Après, non, la vie c'est pas tellement c'est de voyager, mais c'est aussi d'essayer de trouver les moyens de faire des projets. Donc il y a beaucoup de travail avant. Souvent je donne aussi quelques workshops et je préviens tout de suite certains qui ont envie de devenir un peu photographe, tout ça. Je dis, vous savez, le photographe, il ne passe pas la majorité de son temps à faire des photos, hein. Loin de là. Voilà, je le mets entre 2 et 5%. Voilà, on passe beaucoup de temps quand on est indépendant. Enfin, voilà, si on est employé dans une entreprise où on fait des photos, oui, c'est là. Mais si on doit chercher ces sujets, chercher cette documentation, chercher les moyens de le faire, chercher les débouchés, puis ensuite, si on en fait un livre, ce qui est souvent mon cas, construire le livre, la maquette, etc., tout le travail,
Moi, un livre, des fois, c'est 1 an de travail sur la maquette, tout ça, et pour des journées de prise de vue qui sont beaucoup plus courtes. Donc, finalement, je voyage beaucoup. Oui, moi, je trouve pas tant que ça. Je préférais voyager un peu plus. Parce que j'ai vraiment une curiosité pour le monde, quoi. En fait, il y a plein de questions qui m'intéressent. Donc, le livre sur l'Europe, c'était aussi de chercher ça. Qu'est-ce que c'est qu'un être européen ? Et puis là, il y a des endroits où j'aimerais bien retourner, où j'aimerais bien approfondir, où j'ai un intérêt géopolitique, on va dire, un petit peu. Je pense que j'ai vraiment besoin d'y aller pour comprendre, quoi. Je ne suis pas un intellectuel vraiment, quoi. C'est-à-dire que je sais que le jour où j'ai mis les pieds dans ce township d'Afrique du Sud, je crois que j'ai mieux compris ce qu'était l'apartheid, quoi. Je sais pas, mais je parle plutôt de choses tragiques, mais on rentre dans un camp de concentration ou d'extermination, on le visite, je crois qu'on comprend quelque chose de différent, quoi. Que c'est pas pareil. Voilà. Et quand on le photographie, on le fait ou on le fait pas, mais quand on le photographie, on est obligé de le comprendre pour le photographier, une certaine façon de se plonger dedans. Parce qu'on n'est pas un touriste, quoi. Du coup, on est quelqu'un qui essaye, dans des lieux difficiles comme ça, on va pas faire de l'esthétique. Je vais pas faire une belle... dans un township, je vais pas trouver tout à coup magnifique, tiens, ce gamin avec ça, on va pas faire... de couleur. Je peux utiliser la couleur, encore une fois, comme un moyen pour raconter quelque chose. Il ne s'agit pas non plus de rendre la chose sinistre si elle l'est pas. Parce qu'il fait beau en Afrique du Sud, et les gamins jouent, ils jouent au football. Un township, c'est une petite ville en réalité. C'est pas du tout un camp. Ils sont 1 million dedans. Donc, il y a des stades, il y a des trucs comme ça. Mais l'idée, c'est de comprendre, de mieux voir la réalité. Moi, j'ai besoin de ça, quoi. Voilà. Après, je comprends très bien que d'autres puissent passer avant tout par la documentation, par les livres, qu'on n'est pas du tout, encore une fois, je ne généralise pas, on n'est pas du tout obligé d'aller sur place. D'accord. Mais c'est vrai que si j'étais pas allé, on parlait du Portugal, si j'étais pas allé plusieurs fois au Portugal, mon livre est imprimé au Portugal d'ailleurs, je lis différemment Pessoa après, quoi. Ok. Et tu écoutes le fado différemment. Un peu. Oui, alors je dis pas que je le comprends mieux, mais parce que je parle pas portugais, mais j'ai une certaine meilleure, j'ai l'impression de mieux l'apprécier. Percevoir, en tout cas, de le voir de façon plus riche et non pas simplement comme une distraction. Un dernier mot sur le festival lui-même, toi qui as finalement l'habitude de différents événements tout au long de l'année, en France ou ailleurs. On en est à la 6e édition, tu es venu une 2e fois, un petit ressenti. Alors c'est pas pour nous jeter des fleurs, mais... Non, mais qu'est-ce que tu me connais, je suis pas... on veut pas des fleurs, mais voilà. Parce que le festival, le fait qu'on essaie de parler de cette discipline street photo, qu'on ouvre les portes grandes ouvertes à un public qui est finalement constitué de beaucoup d'amateurs. Voilà. Oui, c'est votre chose à bien. En fait, j'étais, pour être franc, je suis jamais fanatique des je sais pas comment vous l'appelez, le mur là de wall. Le open wall. Et finalement, je trouve ça vraiment bien. Tu vois, alors qu'au départ, tu m'aurais dit ça, j'aurais dit bon, chacun vient d'accrocher ses photos. En plus, moi, j'ai un rapport à la photo un peu compliqué parce que j'en vois trop, quoi. Donc, c'est vrai que j'ai qu'une envie, c'est d'en voir moins, d'une certaine façon, parce que je suis pas à la recherche de photos. Quand les gens me disent, vous avez envie de voir des photos, je vais vous en montrer. Je dis, non, j'ai surtout pas envie, quoi. C'est un peu quelqu'un qui mange toute la journée et le gars lui apporte encore un plat en lui disant, ah, vous avez faim ? Non, j'ai pas faim, c'est bon. Voilà. Après, s'il faut, je veux bien, mais. Et en fait, je trouve que ça donne, effectivement, ça crée une liaison avec le public, une interaction. Je pense qu'au niveau des expos, les accrochages sont dans un cadre amateur. On voit bien que c'est pas un musée, mais que pour une expo de 3 jours, c'est bien encadré, c'est pensé. C'est une vraie expo, c'est pas une expo de photoclub, quoi. Il y a clairement une pensée scénographique. Et puis, j'aimerais que vous développiez encore un peu et que vous puissiez... Du coup, j'ai une petite frustration. Donc, c'est vrai que de ne pas moi-même pouvoir exposer des photos, que les trois... Parce que en plus, ce qui est super, c'est de rencontrer Julie et Matt, je ne connaissais pas. Je connaissais de nom, mais... Et on a passé 3 jours super, quoi. Donc, et pour moi, ça compte énormément. Si souvent je dis dans mes photos, il y a une certaine mélancolie, parce que j'ai l'impression que j'ai très peur qu'avec le monde actuel, on rencontre plus personne. On passe tout par des visioconférences, par des WhatsApp, par des dialogues. Et là, pendant 3 jours, on a fait tout le contraire, quoi. On était ensemble. On n'était pas sur des réseaux. Et j'ai connu donc un Anglais, même s'il vit aux Pays-Bas, une Pragoise d'origine qui vit aussi aux Pays-Bas, et moi un Marseillais qui est exilé à Paris. C'est l'Europe, European puzzle. Exactement, et c'était super agréable, quoi. Donc, et c'est vrai que j'aurais aimé que tous les 3 on ait une petite expo, parce que je trouve que ça aurait dynamisé la chose. Donc si tu me dis, pour moi la marge de l'étape
Suivante. La step forward, c'est d'aller effectivement vers proposer un peu une expo des invités, parce que c'est vrai que souvent ça permet de mieux associer la conférence, associer la discussion, D'accord. parce que bon, on est quand même avant tout photographe. Enfin, moi, j'adore parler. Je crois que vous vous rendez compte, mais mon métier, c'est pas de parler, c'est de photographier. D'accord. Bah, écoute, Jean-Christophe, Patrick. Merci à vous. On arrive tout doucement Et puis, à la je fin. reviens dans 5 ans. Ah, tu Voilà, reviens tous les quand 5 tu ans. veux, Tu auras ton expo, promis. on a- Voilà, notre, dans 5 ans. On aura toujours notre petit J'aurais pas café oublié. africain ici à côté, hein, qui est toujours disposé à nous accueillir aussi. Et puis j'espère. les rotantes, toujours. Hein. Rendez-vous en 2022. Merci en tout cas parce que tu nous as vraiment apporté beaucoup d'idées, beaucoup d'inspiration et l'échange a été très riche. Et merci aussi pour les livres que tu nous as apportés. Ce livre est formidable. Donc, Voilà. chers amis auditeurs, franchement, Macadam Color Street Photo. Donc, si vous étiez au festival, vous avez pu Il l'acquérir. sort la semaine Sinon- prochaine officiellement. Voilà. Ah ouais. Mais sinon, si quelqu'un veut l'acquérir, Eh ben, maintenant, il peut me contacter par mon site internet. voilà, www.jcbécher.com. Voilà. Voilà, merci beaucoup Jean-Christophe, merci Patrick, merci à Merci à Eric vous. qui va faire tout à l'heure, plus tard l'editing et merci à tout le monde.